サンクチュアリまでようこそおいでくださいました。教皇はお待ちしております。アーレスが待っているだと？どういうことなんです、お嬢さん？前もって教皇に親書を送っておいたのです。これから私が訪ねると。Alors, c'est une vidéo très difficile à faire car on va tout simplement parler d'Athéna. Pour moi, c'est vraiment une vidéo délicate, donc accrochez-vous. Saori apparaît dès le début de l'intrigue. Elle organise au nom de son grand-père le Galaxian Wars. Son rôle rappelle énormément celui de Shirako Yoko d'Ashitanojo, qui elle aussi organisait des matchs autour de Joe Yabuki. Au premier abord, le lecteur n'aura pas une once de sympathie envers Saori. Elle apparaît souvent de manière égoïste et fait même du chantage à Seiya afin que celui-ci participe à son tournoi. À travers Jabu, on mesure ô combien elle a pu être cruelle avec les orphelins de la Fondation. Son personnage est véritablement détestable sur bien des points. Il est plus que probable que la mort de son grand-père ait fait évoluer positivement Saori. Dans l'animé, Takao Koyama prend une autre direction. Saori tente de s'humaniser au contact de Seiya. La fameuse scène où elle lui rend visite au Yacht Ooze témoigne de cela. Plusieurs fois, Saori fera savoir qu'elle s'inquiète pour les jeunes bronzes. Mais pourquoi as-tu jeté tous tes bijoux à la mer? Pour vous montrer que l'or, l'argent ou les perles n'ont aucune valeur à mes yeux. Ce ne sont que des objets sans âme et facilement remplaçables. Par contre, il n'en est pas de même pour vous. Je tiens à ce que vous sachiez que ce qui compte le plus au monde pour moi, c'est que vous soyez en vie. Virginie Ledieu, dans la version française, la rend quelque peu niaise sur ces quelques passages, hélas. Je reparlerai plus tard de sa comédienne originale. Malheureusement, dans les scènes d'action, surtout dans l'animé, Saori ne sera jamais d'une grande aide pour les héros, ce qui est davantage regrettable. On apprend bien plus tard qu'elle est la réincarnation d'Athéna. Alors oui, si comme moi vous avez grandi avec le film Le Choc des Titans, Athéna n'était pas spécialement sympathique dans la pop culture. Devant cette révélation, Seiya et ses compagnons se désintéressent de Saori dans un premier temps dans le manga, car ils ne veulent plus avoir de lien avec la fondation Grade. À ce moment-là, Athéna est déçue et les traite de lâches, une colère qui pourrait faire sourire aujourd'hui, alors que dans l'animé, cette révélation est beaucoup plus digne. Athéna est écoutée, voire admirée par ses chevaliers. C'est assez dingue sur cette révélation, nous avons deux scènes totalement opposées. Mais malgré son statut, Saori reste Saori. Elle se fait capturer très facilement par Jamian par exemple. Elle retrouve un semblant de dignité lorsque celui-ci tente de s'en prendre à elle. Ses corbeaux en effet se retournent contre lui, une scène qui pourrait faire penser de loin au film Damian. D'ailleurs, c'est probablement de là d'où vient le nom de Jamian. En tout cas, le problème qu'on pourrait soulever sur le traitement d'Athéna est là. C'est une déesse, elle dispose d'un cosmo divin, donc allant au-delà des Goldes Saintes, chose qu'attestent Shaina, Algol, Capella et Dante, mais malheureusement, l'auteur refusera de la mettre au premier plan. Shigeyatsu Yamauchi sublimera la scène dans le ravin en apportant beaucoup de romance entre Seiya et Saori, chose qui était à peine suggérée dans le manga. Une romance qui sonnera l'abandon d'un personnage, celui de Mio. Une fois que Saori est devenue Athéna, elle a cessé d'agir en fonction de ses désirs personnels et cet aspect a donc été reporté sur Mio. Mais comme le focus de l'histoire du manga s'est ensuite placé sur le sanctuaire, il n'y a plus trop eu d'occasion de faire figurer Mio dans la seconde moitié. Athéna est néanmoins d'une grande aide envers Seiya face à Aeolia, en quête de vérité. Le Saint du Lion devra s'agenouiller face au cosmo divin d'Athéna et par l'intermédiaire de sa présence, son cosmo, aucun Gold ne peut contester alors son statut. À l'issue de ce combat, Saori fait preuve de gentillesse et de compréhension à l'égard de Seiya, se doutant qu'elle ne peut se faire aimer de ceux que la Fondation Grade a traités de manière si singulière. Et devenant infiniment plus accessible, c'est à partir de là que Seiya suivra coûte que coûte Saori dans le manga. La bataille du sanctuaire aurait donc tout
tout d'une partie de plaisir. Par contre, Masami Kurumada a le mauvais goût d'indiquer que Saori a écrit une lettre au grand Pop pour le prévenir de sa venue au sanctuaire. Non mais, sérieusement. La suite, vous la connaissez, le centre de la flèche parvient à atteindre Athéna. Alors attention, si vous ne connaissez que l'anime, sachez que dans le manga, Mu indique que si Saori est la véritable Athéna, alors cette flèche ne lui sera pas fatale. Une façon de la mettre elle aussi à l'épreuve. Cependant, cette information procure une drôle de sensation sur cette bataille. La fin de cet arc étant très différent, la version animée fait d'Athéna une personne extrêmement digne qui ne craint en rien les menaces de Saga, alors que dans le manga, ce n'est pas Athéna qui réapparaît, mais Saori qui est réellement désolé d'avoir fait endurer une telle épreuve au bronze. La suite du manga lui fait croiser un séducteur du nom de Julian Solo, mais Saori refuse ses avances. La version animée est intéressante car Saori a réellement peur des ambitions démesurées de Poséidon, bien que ne s'inclinant pas facilement. Toutefois, elle décidera de se sacrifier pour laisser un sursis à l'humanité. Mais ce précieux temps supplémentaire permettra à ses saintes de la libérer et vaincre les Mariners. Bien qu'étant isolée durant cette bataille, elle laissera une troublante impression à Sorrento qui ne cessera de se questionner sur elle. Sur la toute fin, le manga nous indique qu'elle connaissait l'existence de Kanon, le frère de Saga qu'elle a sauvé de la noyade, alors qu'ironiquement, Athéna n'était qu'un bébé à ce moment-là. Étrange. Un problème se pose avec l'apparition de Poséidon. Si Julian Solo dispose d'une scale, alors cela signifie qu'Athéna possède elle aussi une protection. Cette question était déjà posée dans le Jump Gold numéro 3. Ceci travaillait déjà Masami Kurumada qui n'en était qu'au début du chapitre Hadès. Et c'est la fin de la première partie que nous apprendrons l'existence de l'armure d'Athéna. Dans l'anime, il ne faut pas oublier l'arc Asgard. D'abord sauvé par Shun et Seiya face à Sid, Athéna livre un court combat face à Hilda qui est possédée par l'anneau des Nibelungen, un épisode montrant que ces deux femmes sont prêtes à en découdre. Mais Athéna restera invariablement dans le rôle d'une personne tentant de se sacrifier et de sauver coûte que coûte les humains. Son rôle dans l'arc Hadès reprendra ses caractéristiques. Elle mettra fin à sa vie pour permettre de soulager les souffrances de Saga, Shura et Camus, tout du moins en apparence, car elle se rend secrètement avec Shaka en enfer. Cette contre-attaque est habile au premier abord, Athéna partant affronter Hadès, c'est génial! Mais une fois arrivée au Judeca, celle-ci implore à Hadès de stopper sa Greatest Eclipse. Bref, on a pensé peut-être naïvement à une évolution du personnage, mais ce n'était guère le cas. On partage clairement l'étonnement, voire l'incompréhension de Shaka à ce moment-là. Toutefois, elle parvient à sauver l'âme de Shun, et ce par un combat inattendu, de quoi redresser la barre. Hélas, elle est emprisonnée facilement. Bon, en réalité, Hadès dit qu'elle s'est volontairement laissée capturer par Hypnos avant d'être secourue. Et là, surprise, Athéna porte sa clause, l'armure pour laquelle Seiya s'est battue pour la lui remettre. Quelle sorte de protection sont les Kamui? Pourriez-vous nous faire partager l'image que vous en avez? Ce sont les protections portées par les 12 dieux de l'Olympe. Et Athéna elle-même en a donc a priori une qui lui correspond. Je lui ai pourtant fait porter une clause ne dépareillant pas, car je trouvais ça plus classe. Mais bien qu'Athéna dise elle-même qu'elle porte une clause, il se pourrait que ce soit vraiment sa Kamui. De la même manière, il se peut que la scale de Poséidon et le surplice d'Hadès soient aussi leur véritable Kamui. J'ai plus ou moins l'intention de dévoiler les Kamui d'ici peu de temps, donc restez attentifs. A noter que dans la première édition japonaise du manga en volume relié fait une coquille assez amusante. La clause d'Athéna est nommée la God Clause. L'erreur, a priori de frappe, sera corrigée dans l'édition suivante. Et c'est malheureusement une nouvelle déception. Déjà à l'époque, je recevais plusieurs blagues d'amis à moi se demandant comment Athéna pouvait bouger avec une telle clause. Mais surtout, son combat ne dure que quelques cases. On peut néanmoins saluer le fait que c'est Saori qui terrasse Hadès à l'aide des 4 bronzes restants. Avec un tel traitement de personnage, oui, le staff de l'anime a dû redoubler d'efforts pour la mettre davantage en avant, et sans pour autant la faire combattre. Avouez que ce n'est pas une mince affaire pour un scénariste. Dans les films, généralement, les mauvaises langues se souviennent de deux choses, le traitement de Shun et celui de Saori.
Pour Saori, le premier film réalisé par Morishita est indiscutablement très classique à son sujet. Athéna se fait trop facilement capturer et cerise sur le gâteau, lors de la destruction du temple d'Eris, Seiya et Ikki en oublient Athéna. Dans le second film, Shigehatsu Yamauchi met un point d'honneur à apporter beaucoup de dignité à ce personnage lorsqu'elle fait face à Derbal. Si certes elle se jette dans la gueule du loup, celle-ci n'est pas du tout inquiétée par Derbal. Dans le troisième film, c'est différent et le réalisateur avait souligné avoir adoré représenter Saori telle une fillette de son âge lors du prologue. Si là encore elle se décide d'affronter seule un danger qu'elle ne maîtrise pas, la scène où Saori meurt est magnifique et la musique de Seiji Okoyama est probablement ce qui se fait de mieux sur cette licence. Enfin, pour le quatrième film, le réalisateur tenait absolument à ce qu'Athéna ne soit pas capturée. Par contre, le film étant assez gore, jamais nous n'avons vu un tel supplice enduré par Athéna. Pas de doute, on est loin de la noyade chez Poséidon. Qu'est-ce qui est pire finalement, mourir blessé ou suite à une noyade? Je préférerais à sa place le sommeil que lui a réservé Hypnos. Le cinquième film procure des évolutions inédites. Saori échange son rôle de déesse en compensation de la vie de Seiya et doit ensuite mettre fin à ses jours. La Saori de ce film paraît incontestablement plus mature que dans les autres œuvres. Il s'agit d'ailleurs du film favori de Keiko Han, son interprète japonaise. Ce film dévoile qui plus est les sentiments entre Seiya et Saori. Sentiments dont on parle assez peu dans le manga ironiquement. Le traitement d'Athéna nuit généralement à la réputation de ce personnage, faisant penser au premier abord à une œuvre machiste, puisque la femme la plus importante du côté des héros est sans cesse capturée et peu mise en avant, avec en prime peu d'interaction avec ses adversaires. Donc ce n'est pas une référence à la princesse Peach de Mario, bien sûr. On peut quand même saluer la grande prestation de Keiko Han qui conférera un aspect digne à Saori et encore plus dans les films, car bien que prisonnière ou vaincue, Saori ne cessera de croire en ses saintes, ridiculisant parfois verbalement ses opposants. Mais malheureusement, cette dignité ne fera jamais oublier notre déception de ne jamais voir Athéna se dresser à un pied d'égalité avec l'antagoniste de la bataille. Ce n'est pas la rébellion express de Saori contre Lucifer ou son mini-combat contre Hadès qui va nous faire oublier les innombrables déconvenues de ce personnage, hélas. En ça, c'est ce qu'essaiera d'effectuer Sanseiya Omega via la saison 2 à travers Palace, un combat qui en avait étonné plus d'un, bien que spoilé brièvement par l'opening. D'ailleurs, dans Sanseiya Omega, si en effet Saori disparaît très tôt de l'intrigue, c'est pour amorcer l'arrivée d'Alia, sa petite remplaçante intérimaire. Dans la saison 2, Athéna guide son armée et ce n'est pas nécessairement inutile, bien que trop souvent spectatrice. Parlons des différentes comédiennes qui ont pu interpréter Saori et Athéna. Après le grand nettoyage du cast, je vous invite à voir la vidéo du Mekai, Fumiko Horikawa la remplace pour la suite des OAV, un fait à amuser les fans lors de l'annonce de ce nouveau cast en 2005. Masakazu Morita, donc la voix de Seiya, et Fumiko Horikawa, donc Saori Athéna, jouaient respectivement Kurosaki Ishigo et Kushiki Rukia. Pour rappel, Ishigo part souvent sauver Rukia dans le manga, et la saga de la Soul Society a été diffusée quelques mois après le Mekai. Par la suite, quand même bien Tofuya reprendra du service dans Sanseiya Omega, Keiko Han n'y participera pas et laissera sa place à Shoko Nakagawa, une ex-idole. Au-delà de l'œuvre de Sanseiya, le personnage de Saori Athéna est sensiblement différent de son homologue mythologique. Athéna est la déesse de la guerre, des arts de la sagesse, de la stratégie. Elle incarne la réflexion face à l'impulsivité. Aïe 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 Seiya.
La naissance d'Athéna est atypique dans les récits mythologiques. Elle est la fille de Métis, déesse de la sagesse et de la ruse, première épouse de Zeus. Alors que Métis était encore enceinte, Gaïa annonce à Zeus que son fils à naître est destiné à le surplanter. Tout comme jadis, Zeus avait vaincu son père et Cronos le sien avant lui. Face à ce sombre présage, Zeus piège Métis par la ruse, dévore celle-ci, mépris de violents maux de tête, et implore son fils Héphaïstos de lui venir en aide. Celui-ci frappe le crâne de Zeus de son marteau et Athéna jaillit de la blessure entièrement vêtue et armée. Athéna devint par la suite la préférée de Zeus et à travers de nombreux mythes s'est imposée comme une déesse protectrice des hommes, guidant les héros à l'écoute des supplications des mortels. Le mythe de la confrontation entre Athéna et Poséidon pour le contrôle de l'Attique illustre ce propos. Elle offrit aux Athéniens l'abondance, la prospérité symbolisée par un olivier, là où Poséidon leur offrit la compétitivité, la guerre, proche de la déesse Pallas. Lorsque celle-ci est tuée par accident, elle se décide à porter son nom hommage, devenant alors Pallas Athéna. Athéna possède aussi un visage plus dur, impitoyable dans les récits de l'Iliade. Elle se montre jalouse, farouche, usant de stratégies diverses et illusions pour que le camp qu'elle avait choisi puisse l'emporter. Dans le mythe d'Arachné, elle se dévoile colérique, contrariée qu'un être humain puisse montrer des compétences artistiques équivalentes aux siennes. Athéna Promachos est une déesse guerrière première au front, guidant les armées. Elle devient Athéna Nike lorsque la victoire est acquise. Dans Saint Seiya, Athéna est différente. Là où la déesse des récits antiques se démarque des autres dieux par sa ruse et son intelligence, qu'elle doit notamment à sa mère, la déesse Métis, son homologue Saori se montre moins avisé. Saori se laisse surprendre par les événements et réagit sans anticiper décidément les menaces, par des actions qui souvent mettent durement à l'épreuve les chevaliers qui la protègent. La déesse semble manquer d'esprit d'anticipation et de perspective. Celle-ci n'hésite pas à se sacrifier, remettant en question l'importance de son rôle de guide, mais plus largement l'importance de sa survie. Et on peut le dire, Saori n'a rien d'une stratège. En cela, les antagonistes, dieux ou humains, la supplantent de manière ostentatoire. Elle semble revêtir un caractère prophétique, utopique, louant les aspects positifs de l'humanité, là où Athéna, dans les récits mythologiques, semble plus lucide quant à la nature complexe de l'homme. La plus grande différence semble se tenir sur un point essentiel. Athéna est une guerrière formidable qui combine tous les atouts nécessaires à la victoire, intelligence, ruse, férocité au combat. Saori ne montre en aucun point les particularités d'une guerrière. Elle semble au contraire répudier la violence, les armes. Si Hadès est capable de vaincre ses représentants, personne n'a jamais imaginé une Saori capable de neutraliser, voire vaincre les 3 juges des enfers par exemple. Et c'est peut-être en effet là le problème. On ne connaît que très peu les pouvoirs d'Athéna. Peut-être qu'elle aussi renvoie les coups des mortels à son utilisateur. Nous ne le verrons pas. Et son manque de combativité par rapport aux autres dieux a toujours été une source de frustration chez les fans. Par sa bonté, son abnégation et son sens du sacrifice pour sauver l'humanité, voire racheter les péchés des mortels, l'Athéna de Saint Seiya est une parfaite figure christique au final. Tiens tant à sauver cette planète, il n'y a qu'une seule solution. C'est de te sacrifier, Athéna. Que dis-tu? Voilà pour la vidéo d'Athéna. Si vous voulez en savoir plus sur la mythos d'Athéna, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de The CNS. Vous verrez donc une analyse complète de la mythos d'Athéna. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!